Là, il faut que ça matche parce que c'est des sujets qui peuvent monter en tension assez rapidement. Faire soi-même, ça, il faut sortir de l'équation. Ok. En fait, il y a des obligations à tenir, un fichier de lecture comptable, des choses qu'un Excel ne peut pas faire. D'accord. Et on sait combien d'Excel je fais de ma vie, je viens dans le monde de la finance, je suis très à l'aise, mais il ne peut pas produire un fichier de lecture comptable. Ouais, ça peut être un peu dangereux pour le particulier parce que c'est des logiciels très 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 puissants où on a énormément de flexibilité sur ce qu'on veut faire, mais finalement la partie immobilière par rapport à l'immensité qui est la comptabilité, je me retrouve en face et je peux faire un peu n'importe quoi face à beaucoup de choix. Il y a une chose qui se fait dans le BIC qui est vraiment le grand atout que tout le monde doit savoir, c'est que... Bonjour Stéphano, bienvenue dans l'émission C'est pas trop tôt. On parle d'immobilier principalement, donc on est très content aujourd'hui de t'accueillir dans les locaux d'Immo Compare pour parler de ta société, JD2M, mais aussi pour parler un peu plus globalement de fiscalité et de comptabilité. On sait que c'est un secteur très important quand on investit, de bien comprendre comment ça fonctionne. Faut pas faire d'erreur parce que ça peut coûter très cher. C'est clair. Donc on est content d'avoir un expert aujourd'hui pour nous expliquer un peu tout ça et pour expliquer à nos auditeurs comment ça peut fonctionner, comment on peut l'optimiser. Donc tout d'abord, comment tu vas aujourd'hui ? Merci, je vais très bien. C'est vrai que c'est la nouvelle année, pleine d'ambition, une saison fiscale qui arrive. Ouais. Moi et les équipes, nous sommes tous au taquet pour une belle période qui démarre. Génial. Si tu veux, on commence directement par le vrai-faux. Donc l'objectif, c'est que tu expliques pas du tout ta réponse. Ça va être un peu compliqué. L'objectif, c'est vraiment de le faire au mieux. Alors, c'est un bon moment pour investir dans l'immobilier. Oui. Le LMNP est voué à disparaître. Faux. La location nue est le pire régime fiscal de l'investissement immobilier. Faux. La LMNP est toujours moins avantageuse que la LMNP. Faux. La fiscalité est un aspect secondaire pour réussir son investissement locatif. Vrai. JD2M est la meilleure solution pour réaliser sa fiscalité en ligne. Sans doute. Les comptables en ligne sont une meilleure solution qu'un comptable classique. Faux. Faire sa compte à soi-même est une bonne idée. Alors là, très mauvaise idée ça. Ok, super, c'est un sans faute. Donc c'est super intéressant. On va commencer peut-être par parler de JD2M, donc ta solution. Et avant, pour expliquer un petit peu le concept, comment tu définirais la comptabilité en ligne tout simplement ? La comptabilité en ligne, c'est l'union de la nécessité d'avoir un service fiable avec le côté web qui est la simplicité. On le cherche tous, je ne sais pas si je peux m'étendre longtemps, mais Si, tu peux. on cherche tous effectivement ce côté réactif du web, simplificateur du web. C'est grâce à ça que aujourd'hui on va à la vitesse qu'on va. Le métier de l'expertise comptable est un métier d'essence vraiment posé sur la fiabilité. Un comptable en ligne, il doit répondre à ces deux besoins, simplification et fiabilisation. Nous, on les a mis dans notre mission chez JD2M. C'est vraiment l'idée de dire, OK, il y a un code général des impôts, il y a un BOFIP, il y a énormément de jurisprudence. Je vais traduire tout ça pour un lecteur qui a juste très peu de temps pour qu'il puisse faire sa liasse fiscale, sa déclaration, serein, mais en ayant compris. Et ça, c'est vraiment une chaîne, je vous expliquerai tout à l'heure comment on fait chez JD2M, qui passe de la fiabilisation jusqu'à la simplification et qui permet aux déclarants, aux contribuables d'être zen et dormir tranquillement le soir grâce à nos services. On parle justement de ta solution JD2M. Est-ce que, donc je déclare mon meublé aussi, est-ce que tu peux nous la décrire en quelques chiffres aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Donc, JD2M, c'est d'abord un logiciel créé en 2012. Aujourd'hui, ça a commencé comme logiciel ? Ça a toujours été un logiciel et même quand on va au-delà de logiciel, donc on a deux offres pour parler chiffres. Quand tu me parles chiffres, désolé, je les sors. Même dans notre offre haut de gamme, on va dire, où on a un comptable qui vérifie toute la saisie, un expert comptable qui tamponne l'alias, on a ces très puissants logiciels derrière nous qui existent depuis 2012. Donc ça fait plus d'une dizaine de saisons fiscales. D'accord. 120 000 liasses envoyées et 0 redressement. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été un long travail de révision. Il y a des organismes du gouvernement qui aident en fait à dire là c'est faux, là c'est pas bon. On les fait depuis 12 ans.
Et donc, en fait, notre logiciel il s'est amélioré année après année, année après année. Aujourd'hui, on a plus de 80 points de contrôle, peut-être pour mon dernier chiffre, et qui permettent effectivement d'être sûr de ce qu'on fait grâce à notre logiciel. D'accord, tu as peut-être déjà un petit peu dit dans les chiffres, mais on sait qu'il y a d'autres logiciels aujourd'hui de comptabilité qui existent ou d'autres solutions de comptabilité en ligne. En quoi JD2M arrive à se différencier des autres? Très bonne question. Je pense qu'on a 4 éléments uniques. Le premier, c'est le logiciel. Le deuxième, c'est nos équipes de conseillers. Et là, ce n'est pas le logiciel seulement. Ensuite, c'est notre équipe de comptables. Et quatrième, c'est le marketing. D'accord. Le logiciel, depuis 12 ans, 80 points de contrôle, c'est vraiment la raison de satisfaction numéro 1 de nos clients. C'est 80% des clients, ils disent qu'ils sont satisfaits de nos logiciels. C'est intuitif et ils contrôlent tout ce qu'il faut pour bien faire sa saisie proprement. C'est pas l'efficacité, c'est la justesse avec ce côté web de je comprends ce que je suis en train de faire. L'équipe commerciale et de conseillers aujourd'hui, elle est vraiment notre raison numéro 2 de différenciation par rapport à notre concurrence et vraiment quelque chose d'unique chez nous quand on se compare à la concurrence parce qu'on a une équipe de 24 conseillers formés à la comptabilité, à la fiscalité, à l'administration, au commercial et à notre logiciel. En fait, vous allez parler avec un conseiller, il sait vous aider à setuper, à organiser votre activité, immatriculation, inscription sur les sites des impôts, etc. Il va aussi aider à faire les optimisations fiscales, on va dire, les plus simples, c'est-à-dire quelle est la bonne date de début d'activité, etc. Tout ça, notre conseiller, il est formé. C'est une formation qui dure 1 mois. C'est assez éprouvant, mais c'est vraiment quelque chose qui nous différencie par rapport aux autres. Ensuite, l'équipe comptable, sans doute, enfin, encore une fois, 120 000 liasses produites. C'est eux qui définissent le logiciel. C'est eux qui font un tiers de nos liasses et qui sont vraiment à la pointe de tous les changements réglementaires, etc. D'accord. Je t'ai promis 4 facteurs de différenciation. Le quatrième, c'est l'équipe marketing, notre service marketing, notre site web. On a probablement le site web le plus complet sur la fiscalité, déclaration LMNP du marché. On a 200 pages web SEO créées depuis longtemps qui expliquent tout ce qui se passe et tout ça, c'est gratuit. Des formulaires, des bouts, etc. Les gens, ils peuvent venir et se balader dans notre site web. Ils vont trouver énormément de contenu. Ce que j'aime beaucoup, alors nous, chez ImoCompare, on est là justement pour comparer ce type de société, pour accompagner nos utilisateurs et nos lecteurs dans le choix du meilleur prestataire pour faire sa comptabilité. Et nous, ce qu'on met en avant, et c'est vrai que ce qu'on aime bien chez JD2M, et on pense que ce qui est important, c'est le fait que vous soyez spécialisé finalement dans l'immobilier. On connaît des gros acteurs comme Dougs, par exemple, ou Indie, qui font de la comptabilité aussi en ligne, mais plus générale. Et nous, c'est vrai on trouve ça très rassurant de recommander une société avec des comptables, des experts qui font que ça de la journée. Parce qu'en fait, l'immobilier, on en parlera un petit peu après, il y a des vraies spécificités à la comptabilité immobilière, sur comment l'optimiser, etc. Et donc avoir des personnes qui font que ça, c'est une vraie valeur ajoutée selon nous. Donc c'est pour ça que G2M est plutôt bien classé dans le classement. Comment alors il y en a d'autres aussi qui sont spécialisés. Selon toi, quand quelqu'un cherche à choisir sa solution de comptabilité, c'est quoi les critères les plus importants pour faire son choix, que ce soit entre différentes entreprises, mais aussi différentes façons de faire sa comptabilité. Par exemple, est-ce que j'utilise je le fais moi-même? Est-ce que j'utilise un logiciel? Est-ce que je fais un accompagnement comptable en ligne? Ou la dernière solution, est-ce que je vais voir un comptable classique dans un cabinet comptable? Comment je fais pour choisir? Ouais, très bonne question. Faire soi-même, ça, il faut sortir de l'équation. En fait, il y a des obligations à tenir, un fichier de lecture comptable, des choses qu'un Excel ne peut pas faire. Et on sait combien d'Excel je fais de ma vie. Je viens du monde de la finance. Je suis très à l'aise, mais il ne peut pas produire un fichier de lecture comptable. Alors, je pense que c'est en fonction du niveau d'accompagnement qu'on cherche. Je pense que la chose la plus importante, c'est aussi la disponibilité et à quel point je me sens rassuré par ce que la personne elle me dit. Je m'explique. Il va y avoir un moment où on va se poser une question
et il faut qu'on puisse appeler quelqu'un ou envoyer un email et recevoir la réponse dans le temps de réponse qu'on cherche. Il y a des gens pour lesquels c'est 12 heures, il y en a pour lesquels une semaine ça fonctionne, mais ça, il faut que ça matche parce que c'est des sujets qui peuvent monter en tension assez rapidement. Et aussi, la déclaration, c'est juste une fois dans l'année. C'est-à-dire qu'en fait, oui, je suis concerné par mon bien toute l'année. Toute l'année, j'ai des choses qui m'arrivent, un pépin par-ci malheureusement, un nouveau locataire par-là. Et ça, c'est bien. Mais la déclaration, personne n'aime faire ça. Ouais. Et quand je m'y mets, il faut que j'ai les réponses. Et donc, pour moi, c'est important cette réactivité, pouvoir échanger. Et après, ok, quand la personne m'a expliqué quoi faire, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce qu'il m'a bien envoyé un email en expliquant un récapitulatif? Parce que au téléphone et ici, si je devrais t'expliquer, tu me diras, ah oui, ça a l'air très clair, je vais le faire. Mais quand on est devant le site de l'INPI ou le site des impôts, oula, qu'est-ce qu'il m'a vraiment dit? C'est bien d'avoir un email récapitulatif et ce genre de choses. Ouais, quoi. Complètement. On passe à la section que nos invités sûrement aiment le moins. C'est la partie où on vous donne la possibilité de répondre à un commentaire négatif directement. Donc je vais te le lire et après voilà, tu auras ton droit de réponse. Alors c'est Élise Moreau qui dit sur JD2M: je ne conseille pas, l'accompagnement n'est pas personnalisé, les réponses sont génériques, ils ne sont pas joignables et ils justifient leur manque de suivi et leur délai de réponse par un flux important, alors que leurs conseillers ne vous répondent que par copier-coller. L'année prochaine, je change d'expert comptable. Ce que je peux dire un petit peu, bon voilà, c'est un commentaire négatif parmi d'innombrables autres commentaires positifs, c'est la première chose à dire aussi, mais ce qui est soulevé un petit peu dans ce point-là, c'est que c'est vrai, nous quand on a fait notre étude d'expertise comptable, c'est le fait que en période de déclaration fiscale, une fois dans l'année, souvent les sociétés sont un peu débordées et c'est là que le flux est hyper important. Donc ce que je te propose, c'est d'abord de répondre à ce commentaire et ensuite peut-être d'expliquer comment JD2M réussit à gérer ce flux très important une fois dans l'année. Qui est un problème de la profession. Ouais. Tu l'as très bien lu, Thibaut. D'abord, ça fait toujours mal au cœur pour un dirigeant de voir ça. On travaille jour et nuit pour ne pas se retrouver dans cette situation. Si je peux commencer par avouer là où on n'a pas été bon et il faut qu'on soit meilleur, c'est le côté disponibilité. Je viens de te dire que c'est une chose de très important et là, on n'est pas disponible pour échanger, c'est pas bien. Sûr, il y a des clients avec des notions de délai de réponse plus ou moins courts, mais là, il faut qu'on s'améliore et je vais revenir tout à l'heure sur ce qu'on fait. Là où je me permets d'avoir un point de vue différent, on est allé creuser un peu ce point. Tous les commentaires négatifs, on commente. D'accord. Nos réponses ont été personnalisées. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas juste on est vraiment vraiment loin d'avoir juste un service qui balance des emails comme ça. On a une équipe qui note tous les appels, fait un traçage, quelle est la situation, comme ça on a tout l'historique du dossier, on connaît très bien ses clients et on a vraiment étudié la meilleure situation pour elle. Mais c'est vrai qu'en fait on a des modèles typiques d'email parce que quand il faut gérer du volume pendant la saison fiscale, comme je disais, on aime bien avoir des modèles d'email qui expliquent étape par étape, il faut s'immatriculer sur l'INPI. Par exemple, aujourd'hui, tous les LMNP, ils doivent avoir un numéro SIRET. Alors, qu'est-ce que c'est un numéro SIRET? Super difficile à comprendre, il faut aller sur les sites, il faut le faire. Nous, on a un modèle d'email qui explique point par point comment le faire. Donc, on les utilise, mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas personnalisé. Ensuite, la disponibilité pour revenir, et je pense que c'est le vrai sujet du métier, comme tu le dis. Nous, on a des confrères qui carrément ne prennent pas de clients pendant la période fiscale. Très concrètement, là, on est en train de doubler la taille des effectifs. L'année dernière, on avait 12 conseillers commerciaux. Là, on est 24. Pour répondre à ça, on ne veut plus de ça. On est en train d'investir massivement pour avoir le standard téléphonique ouvert tout le temps et avoir un délai de réponse à l'auteur qu'on souhaite avoir. Donc, ce point-là, on est en train de traiter. On a investi, on a détruit notre profitabilité à court terme, mais pour à long terme, réussir vraiment à offrir le meilleur service. Et encore une fois, c'est important, la disponibilité. Mais c'est un point qui est intéressant sur le business model. C'est vrai que c'est compliqué, sans doute, parce que vous devez répondre à une saisonnalité qui est en plus hyper courte et peut-être avoir des charges fixes sur l'année pour une saisonnalité qui dure un mois. Est-ce qu'il n'y a pas
une façon, je sais que j'avais contacté une société aussi de comptabilité en ligne et qui avait dit pour répondre à ce problème, en période fiscale, on fait appel à des comptables à la retraite qui sont d'accord de travailler sur un mois pour gérer ce surplus de demande. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons, d'autres idées à mettre en place pour justement gérer ce sujet-là, autrement que c'est vrai que c'est des gros coûts fixes de prendre 12 personnes en plus pour juste un mois. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à faire? Non, c'est clair. Alors, côté comptabilité, on fait comme le confrère, en fait. D'accord. Notre charge de travail à l'année en termes de production comptable, on arrive à la variabiliser. Okay. On a des comptables qui viennent... en fait, il y a eu des changements majeurs dans la profession qui se sont faits fin de l'année dernière. Donc maintenant, on ne peut plus avoir un comptable en freelance ou un comptable à Madagascar comme font certains confrères. Nous, on les a tous internalisés maintenant, mais sur des contrats saisonniers. Le vrai sujet pour nous et pour tout le monde, c'est qui est au bout de téléphone en train de rassurer le client, lui expliquer les démarches, lui dire de remplir le logiciel. Et ça, on n'a pas encore trouvé la solution magique. On ne veut pas se traiter encore une fois dans Outre-mer, ce genre de service. C'est très important que ça reste en France. Aujourd'hui, 100% de notre équipe, elle est en France. Donc, moi, je suis brésilien d'origine pour l'accent, pour que les auditeurs y comprennent. Donc, je suis le seul, mais tout le monde est franco-français, basé à Paris 2, ici, juste à côté. Et on veut que ça reste comme ça. La solution qu'on a trouvée à l'immédiat, c'est doubler la taille de l'équipe, investir. Et je pense qu'à terme, il faut qu'on trouve une solution pour l'équipe commerciale aussi, conseillère, on va dire, plus durable. Pour l'équipe comptable, ça va. Mais en fait, on a 6 fois plus d'emails sur... c'est dur. C'est dur, mais bon, là, on a investi et on va trouver des solutions pour réussir. Et de toute manière, la société, elle va bien, elle se porte bien, donc bon. Ouais, ça va être intense. On sait, il y a des nouveaux aussi, on a vu des plateformes qui sont lancées et qui sont pris des vagues de commentaires négatifs en période de déclaration fiscale parce qu'ils étaient juste sous l'eau, qu'ils n'avaient pas forcément très bien prévu le coup. Et ça peut faire très mal, je pense. Ça peut être très intense. 12 ans d'expérience, juste pour revenir, je pense qu'il y a une valeur, en fait. C'est vrai qu'on se fait concurrencer avec des acteurs qui... on a certains clients, aujourd'hui même, un client qui nous parle d'un concurrent qui a 1 an d'existence sur l'LMNP, un peu plus sur d'autres. Je suis désolé, c'est sûr qu'ils peuvent offrir des prix plus compétitifs, mais quand on rentre dans le dur, après, on n'arrive plus à avoir des réponses, l'alias, elle est peut-être pas correcte, voilà. Clairement. On passe maintenant à un zoom sur la comptabilité, qui est quand même un sujet qui peut très vite faire peur quand on investit dans l'immobilier. On peut très rien comprendre, les amortissements, les régimes LMNP, etc. Très vite, ça peut être complexe. Est-ce que tu peux nous faire rapidement un petit tour d'horizon des différents régimes fiscaux qui sont possibles quand on investit dans l'immobilier? Nous faire un petit peu un tour d'horizon pour que les gens déjà puissent commencer à se repérer facilement sur ce qui est possible de faire quand on investit dans l'immobilier. Non, très bonne question. Nous, on aime bien commencer par séparer les 2 types de baux, meublés et vides. D'accord. Un meublé, il y a encore plusieurs types de baux là-dedans. Il y a le beau longue durée, mobilité, courte durée. Mais déjà, il y a meublé et vide. Vide, c'est longue durée, des baux, qui vont être beaucoup plus engageants vis-à-vis le propriétaire, mais aussi beaucoup plus... avec moins de maintenance. C'est-à-dire qu'en fait, un propriétaire, il va rentrer, il va rester longtemps, j'aurai moins d'obligations, etc. Quand je suis dans la partie vide ou non meublée, j'ai une fiscalité qu'on appelle la fiscalité foncière. Donc, c'est des revenus fonciers. Tout comme on a des revenus sur nos salaires, revenus sur nos gains de capitaux, on a des revenus fonciers. Quand on est dans le meublé, là, j'ai meublé, il y a une liste minimale de biens à avoir. Je peux avoir plusieurs types de duration de baux, 1 an, 6 mois, 4 mois ou quelques semaines ou quelques jours. Mais je dois avoir un minimum de meubles et quand je suis là-dedans, je ne suis pas imposé dans les revenus fonciers. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes le font. Je suis dans les revenus BIC, bénéfices industriels commerciaux. C'est-à-dire qu'en fait, l'activité de loueur meublé, c'est une activité commerciale alors que l'activité de loueur en vide, c'est une activité civile. Et là, j'ai 2 types de revenus différents. Il y a beaucoup de personnes qui remplissent la mauvaise case parce qu'ils pensent immobilier foncier. Non,
c'est nu foncier et BIC pour le meublé. Super. Et justement, en termes d'impact fiscal, c'est quoi quand on a le revenu foncier, c'est taxé comment? Et le revenu BIC, c'est taxé comment? Bah, le vide, c'est vraiment, si on commence déjà par le régime micro, donc il y a deux régimes, on va commencer par là. Le régime micro, c'est le régime de simplification dans le meublé, c'est dans la plupart des cas, dans 85% des cas, en meublé, le régime réel te permet de payer zéro impôt, donc il faut être dans le régime réel. Mais les deux, ils ont un régime micro et un régime réel. Le micro, c'est simplification. Je dis combien j'ai gagné et je suis imposé dessus. Je ne dis pas combien je dépensais. L'abattement forfaitaire, c'est 30% dans le foncier et 50% dans le meublé. Ça veut dire qu'en fait, si je gagne 10 000 euros à un nu, je suis imposé sur 7 000 euros. D'accord. Si j'ai gagné 10 000 euros à un meublé, je suis imposé sur 5 000 euros. Maintenant, le réel, et c'est là où en fait toute la magie du meublé elle s'opère, c'est que non seulement je vais dire ce que j'ai gagné, mais aussi ce que j'ai dépensé. Je vais dire mes frais de gestion, mes frais de copropriété, etc. Frais comptables, par exemple? Frais comptables et électricité et autres. Mais en fait, il y a une chose qui se fait dans le BIC qui est vraiment le grand atout que tout le monde doit savoir, c'est que j'amortise la valeur du bien. J'ai acheté un bien à 100 000 euros, je divise ça entre guillemets par 30 et ça fait 3 333 euros par an. Tous les ans, si j'ai gagné 10 000 euros, je vais déduire mes charges de copro, etc., disons pour 3 000 euros. Et en plus, je vais venir déduire 3 333 euros d'amortissement de la valeur de bien. Okay. Dans 85% des cas, ça fait tellement de dépenses que mon résultat, il est zéro ou inférieur. Et donc, qui dit résultat zéro, dit zéro impôt à payer. Donc voilà, c'est chez nous, 85% des clients, ils payent dans notre simulateur zéro impôt grâce au régime réel simplifié. Ouais, c'est super intéressant parce qu'en plus, les amortissements, c'est vraiment des dépenses qui sont non cash, qui sont purement comptables. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est pas de l'argent qu'on sort, c'est uniquement sur un papier, on va dire. On dit à l'État, voilà, on a dépensé tant, alors que c'est pas, entre guillemets, vraiment le cas en termes de cash. C'est clair. Donc, c'est sûr que c'est super intéressant. Et ça fait une transition sur ma prochaine question, qui est comment tu choisirais, comment tu conseillerais quelqu'un dans son choix de régime fiscal? Parce que c'est vrai que comment tu le présentes, on a l'impression que tout simplement, il n'y a qu'un régime qui est intéressant, c'est le MNP. Pourtant, il y a quand même l'allocation nue qui existe. Pourquoi ça peut être intéressant de faire de l'allocation nue? Comment tu pourrais conseiller quelqu'un qui choisit son régime fiscal? Très bonne question. Je pense qu'il faut commencer par se dire comment je suis en tant qu'investisseur. Donc là, mettons d'écart un peu la fiscalité. Est-ce que j'ai le temps est-ce que j'ai envie de passer du temps à faire les changements de propriétaire, me dédier un peu plus à mon bien ou pas? Si je suis plutôt actif ou passif, je vais me diriger plutôt vers le meublé ou le nu. Si je suis plutôt actif, donc je suis prêt à aller et investir un peu plus de temps pour avoir une meilleure rentabilité. Deuxième question, est-ce que je peux faire du meublé dans ma région? Parce qu'en fait, le meublé, ça ne se fait pas n'importe où. C'est des régions spécifiques où il y a besoin. La demande du meublé, elle est pour une population de passage. J'ai déménagé de Toulouse à Paris et j'ai besoin d'un pied-à-terre pendant 6 mois, le temps que je m'installe. C'est aussi des fois des choix personnels, mais aussi un étudiant qui arrive et a besoin de ce bien pour 9 mois. Donc, je ne peux pas faire ça partout. Donc, si je suis quelqu'un qui a envie de mettre les mains dans le cambouis pour avoir une meilleure rentabilité et ma région me le permet, là, je vais sur le meublé. Si je vais sur le meublé réel, si c'est de l'investissement locatif, il ne faut même pas faire de calcul, c'est le réel. Sinon, allez sur le simulateur JD2M et faites la comparaison entre le micro et le réel. Intéressant. On a parlé des régimes fiscaux à titre personnel, mais il y a aussi des régimes fiscaux en tant qu'entreprise. Ouais. Alors, en fait, on peut acheter de l'immobilier quasiment avec n'importe quelle entreprise. Est-ce que ça a des avantages de passer par une entreprise pour acheter son bien immobilier? Et si oui, lesquels, fiscalement, potentiellement? Tu parles par exemple de passer par un CGP qui va me... Pardon, une entreprise, une structure juridique d'entreprise comme la SCI, la SARL, les entreprises comme ça. Pardon. Non, alors, le choix de l'organisation juridique. Donc, il y a deux types. Il y a entreprise et il y a société. Entreprise, c'est
souvent une entreprise individuelle ou une indivision. C'est une société à son nom propre. C'est une entreprise en nom propre ou entre indivisaires. Et après, j'ai la société SCI, SARL de famille, etc. C'est vrai que le plus simple, c'est l'entreprise parce que elle me permet de bénéficier de tous les avantages d'une société sans les contraintes dans le cadre de la location meublée. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai acheté un bien. Si je mets une entreprise individuelle, je vais sur les sites d'INPI et avec 2-3 clics, vraiment au bout de 15 minutes, j'ai créé mon entreprise et je suis directement imposable dessus et je peux faire toutes les démarches sans avoir besoin de beaucoup plus. La contrepartie d'investir en entreprise, c'est que pour la transmission de patrimoine, sur certains cas, c'est pas l'idéal. Donc, si je suis dans une optique de transmission de patrimoine, je suis à la soixantaine, 70, 80, là, je me pose la question de la société, c'est assez utile. Mais je peux toujours apporter ma société, enfin tous mes biens qui étaient en entreprise à ma société sans aucun problème. Pour moi, c'est plutôt une question de à quel moment de ma vie je suis entre entreprise ou société. Super intéressant de voir à quel point... En fait, c'est une longue discussion. Ouais. Pardon, je pense qu'on pourrait passer des heures et ça dépend un peu des cas. Mais si on devait vraiment résumer, c'est... entreprise, c'est la praticité, c'est simple, ça me permet de bénéficier de l'amortissement de la valeur du bien, c'est facile à mettre en place. Et les sociétés... Non, c'est intéressant de voir qu'il n'y a vraiment pas de vérité générale et que ça dépend à chaque fois du profil, que ce soit dans l'immobilier, mais même dans l'investissement en général. Il faut toujours partir de soi et de ses objectifs, de sa vision et de vraiment qui on est avant d'investir. Il faut bien comprendre ça parce que ça peut changer beaucoup de choses. On peut peut-être passer à une autre question qui est quand je veux investir à plusieurs, qui est encore un autre sujet, il y a vraiment des cas dans tous les sens. Qu'est-ce que je fais pour investir à plusieurs ? On sait qu'il y a potentiellement l'indivision, investir en société aussi. Oui, tout à fait. C'est quoi les avantages, inconvénients ? Qu'est-ce que tu conseillerais ? L'avantage de l'indivision, encore une fois, c'est la praticité. J'arrive à la structurer assez rapidement. Mais après, il y a le sujet du transfert des parts. C'est-à-dire qu'en fait, indivision, ça veut dire que chaque personne détient disons que si je détiens un quart du bien, je détiens véritablement auprès de la justice un quart du bien, alors qu'en société, je détiens un quart des parts de la société. Donc, en fait, le transfert des parts entre indivisaires, elle est plus facile dans le cadre d'une société. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que si on veut acheter entre les membres de la famille dans lesquels il y a les changements de parts entre l'un et l'autre, ils sont pas vraiment, ils sont pas voués à changer tous les jours et nuits. L'entreprise en indivision, elle est largement suffisante et beaucoup plus simple. Alors que si je veux créer vraiment une structure avec des amis ou autre, c'est vrai que la société, ça permet de changer plus facilement. Super clair. J'ai une autre question, mais bon, vu que tu nous as dit qu'il fallait pas faire sa compta tout seul, elle est un petit peu moins pertinente, mais imaginons que j'ai quand même envie de faire ma comptabilité tout seul. Est-ce que tu as un secret ou quelque chose pour ne jamais rater son calcul d'amortissement ? On sait que ça peut être très compliqué. Ouais, je préférerais pas répondre parce que c'est vrai qu'en fait, c'est des obligations légales à tenir. Et si demain, je donne un conseil et je veux faire ça, j'aurais pas mon fichier d'écriture comptable si je me fais contrôler. Je vais recevoir une amende en plus gratuitement. Alors, je te rejoins qu'il y a peu de contrôle, mais bon. Et après, sinon, c'est juste faire la bonne division sur le nombre d'années. Il y a le dénombrement, en fait. Il faut se renseigner un peu sur... comment je démembre comptablement mon bien par terrain, par grande œuvre et tout. Ça, il faut lire un peu sur les BOFIP parce que c'est pratique. En fait. Ok. Le BOFIP, c'est un... C'est notre... comment dire ? Je connais pas l'expression française, mais c'est notre Bible, quoi. On dort là-dessus, quoi. Est-ce que tu peux peut-être nous parler, j'imagine que tu vois des dossiers très régulièrement, peut-être des cas les plus extrêmes que tu as pu voir qui sont arrivés sur... Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Non, c'est sûr. Moi-même, j'ai traité récemment. J'essaye de ma qualité de dirigeant de rester un peu proche et me rendre compte de ce que se fait, mais j'ai pris un dossier où, en fait, c'était
c'était une non-résidente qui voulait s'inscrire en LMP dès le départ, alors qu'en fait, elle n'avait pas suffisamment de recettes pour être LMP, mais elle voulait quand même, pour le déficit. Donc, on a dû trouver une brèche dans la jurisprudence où on s'est dit, OK, en fait, elle s'inscrit en LMNP pour ensuite profiter du passage du déficit entre LMNP et LMP où il y a une jurisprudence. Enfin, d'accord. On a toutes sortes de cas parce que c'est vrai qu'entre LMP et LMNP, il y a des déficits, les déficits ne sont pas reportables entre une activité et l'autre. Et elle voulait absolument être LMP, mais elle n'avait pas suffisamment de recettes. Il faut être à la fois au-delà de 50% de ses recettes pour être LMP, mais aussi avoir plus de 23 000 euros de recettes pour être LMP. Donc, elle était, pendant les 2 ans d'investissement, où elle a tout récréé son immeuble, elle a tout reconstruit, mais elle voulait que ce déficit-là, il soit reportable dans le temps. Donc, on l'a inscrit en LMNP pour ensuite repasser en LMP avec une jurisprudence. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses, quoi. À chaque fois, ça me fascine. On se dit, c'est assez simple. Assez simple, il y a quand même LMP, ça doit être assez facile au bout d'un moment, mais il y a toujours des cas particuliers. Notre métier, c'est d'essayer de simplifier au maximum. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, 85% des cas, c'est des cas très simples. On maîtrise hyper bien et il faut pas s'inventer des problèmes là où il n'y a pas. C'est juste que ta question, elle était, c'est quoi les plus compliqués ? On peut s'amuser pendant des heures et c'est un peu le problème d'un expert comptable. Chez nous, vraiment, et c'est une différenciation par rapport aux autres, encore une fois, c'est côté de simplifier. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un investissement locatif pour faire la MLMP, j'ai déménagé et j'ai mis en location. Enfin, franchement, ces cas, on maîtrise en long et large à travers. C'est vraiment quand j'achetais un bien, je l'ai réparti en 3, une partie pour faire du foncier, une partie pour faire du meublé, une partie pour faire de l'activité commerciale. Et je suis à Singapour, mais juste pendant 2 ans et j'y reviens. Ok, mais dans 85% des cas, c'est basique, il faut pas s'inventer trop. Sinon, vos clients, ils vont s'inventer des problèmes là où il n'y en a pas. Et en fait, l'optimisation fiscale, elle est sur le fait d'être sur la LMNP et sur le régime réel et basta en fait. Est-ce que quelle est l'erreur que vous voyez la plus souvent dans les déclarations pour le LMNP ? C'est oublier de s'inscrire auprès du greffe, maintenant l'INPI. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est une activité commerciale, je te sors un peu du côté juridique, mais en fait, je suis dans une activité commerciale, ça veut dire que c'est comme si j'étais un Uber où je vendais de l'artisanat. J'ai besoin d'un code d'identification et ça s'appelle le code Sirène. Et pour ça, il faut que je m'inscrive auprès de l'INPI. Et je ne sais pas si certains de tes clients l'ont vu, mais maintenant, dans la case aussi des impôts.gouv, il y a une rubrique déclaration de son bien. Je ne sais pas si tu l'as vu. Et là, quand on fait de la location meublée courte durée, ça commence à demander les sirettes. Donc là, les gens commencent à se rendre compte que c'est vraiment nécessaire et de plus en plus. Et ça permet de faire le pont entre les impôts personnels et les impôts d'entreprise. Et ça va venir de plus en plus là dans le futur avec le gouvernement qui se parle de plus en plus et il est de mieux en mieux connecté, on va dire comme ça. Et c'est d'ailleurs la question la plus posée quasiment sur Google sur le sujet de l'immobilier, c'est comment déclarer mon bien. Vu qu'on regarde beaucoup le SEO, c'est une question qui est en train d'exploser. Tout le monde se demande. Je ne sais pas si vous êtes bien classé sur celle-ci, sur cette question-là. Oui, tout à fait. On est et on reçoit énormément des gens qui viennent juste télécharger notre guide pour s'immatriculer et c'est très simple. Mais par exemple, typiquement, qu'est-ce que je risque si j'oublie de me déclarer ou qu'est-ce que je risque si je fais une erreur dans ma comptabilité ? Alors, si je n'ai pas déclaré, ça veut dire que j'ai pas envoyé une liasse alors que le gouvernement il attendait une liasse. Donc on va parler de 800 € par liasse non envoyée. D'accord. Donc voilà. Et si j'ai mal déclaré et je me suis aperçu à temps, pas de problème, rectification. Si je me suis pas aperçu et eux ils l'ont spoté, c'est la correction plus des amendes en cas de la gravité de l'erreur après des amendes, des pénalités sur le temps passé jusqu'au règlement quoi. Ok, génial.
Bah écoute, c'est à Julien maintenant de poser les questions, donc mon associé qui va te poser des questions sur le secteur et sur ton parcours. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, c'était super intéressant. Merci à toi. Bah voilà, on va passer tout de À tout suite de suite. à la suite. Du coup, merci beaucoup Stéphano. On passe à la seconde partie, maintenant sur la vision sur le secteur de la comptabilité immobilière et un peu savoir ce que tu en penses. Donc la première question, ça va être vraiment de savoir déjà qu'est-ce que sont les critères pour bien choisir sa solution de comptabilité en 2024. Ouais, très bonne question. Je pense que c'est le logiciel d'abord, savoir s'il est facile à utilisation et qu'est-ce que les avis disent. L'équipe avec laquelle on échange, donc ça c'est pas les comptables, c'est la personne avec qui j'aurai au téléphone. Chez nous c'est les conseillers, disponibilité, vraiment leur connaissance et pas juste je renvoie vers ci, je renvoie vers là. L'équipe comptable, savoir s'ils ont l'historique, ils seront bien traités. Et quatrième, vraiment le côté information. Est-ce qu'ils me donnent l'information facilement? Est-ce qu'ils m'aident à comprendre ce que je suis en train de faire? Ok, super clair. Ma seconde question, ça va être un peu l'arrivée de nouveaux acteurs qui sont beaucoup plus gros, plus généralistes comme Legal Place, Indie. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est bénéfique pour le marché ou au contraire, est-ce que c'est un peu dommage qu'ils attaquent ce secteur qui est assez réglementé? On le sait, immobilier, en France, c'est quelque chose. Je trouve que ouais, ça peut être un peu dangereux pour le particulier parce que c'est des logiciels très 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 puissants où on a énormément de flexibilité sur ce qu'on veut faire. Mais finalement, la partie immobilière, il y a peu de situations et par rapport à l'immensité qui est la comptabilité. Et si on met un utilisateur qui, comme toi et moi, peut-être ne sont pas vraiment les plus grands connaisseurs de la comptabilité, je me retrouve en face et je peux faire un peu n'importe quoi face à beaucoup de choix. Donc, moi, je trouve que pour ce qui est de la déclaration fiscale, LMNP, LMP, il faut vraiment parler avec des spécialistes. Et il n'y a pas besoin d'être JD2M, n'importe quel autre, mais pas des généralistes avec le risque vraiment que je fasse un peu des bêtises, quoi. Ok, très clair. Là, ma question va être plus portée sur vraiment le secteur dans son entièreté. Toi, en 2024, avec tes équipes d'experts, est-ce que vous avez identifié des gros changements majeurs dans la fiscalité? Et si oui, donc c'est lesquels que tu pourrais nous donner? Tout à fait. Là, il y a la loi de finances 2024 qui est passée. Globalement, ce qui se passe, c'est que dès 2023, c'est-à-dire les revenus 2023 qui sont applicables en 2024, si j'ai fait de la location courte durée, la location saisonnière ou touristique, encore plusieurs manières de dire la même chose, si je suis au micro, mon abattement qui avant était de 50%, maintenant il baisse à 30%. Ça veut dire qu'en fait, j'ai 40% de plus d'impôts si je suis au régime micro. Donc, si je fais la location courte durée, il faut vraiment se renseigner là parce que c'est passé, c'est la loi qui est faite. Et ensuite, beaucoup de changements qui sont en train de se passer dans toute la partie location saisonnière, à rester en veille, plus d'obligations, changement d'usage, etc. et des choses comme ça à venir. Et est-ce que justement avec ça, typiquement ces changements, est-ce que vous les communiquez à votre base de clientèle? Est-ce que votre but aussi c'est d'éduquer un peu sur ces thématiques financières? Tout à fait, on a fait 2 articles qu'on a révisés 5 fois au fur et à mesure de l'avancement du projet de loi. C'est-à-dire qu'en fait, on communique auprès de notre base, on les connaît et on informe via email. Et après, on a des articles sur notre site web qui expliquent tous ces changements. On n'hésite pas aussi à faire des communiqués de presse pour informer vraiment en détail avec des tableaux comparatifs comment tout ça s'opère. Non, mais on trouve ça super justement chez ImmoCompare parce que nous, notre but, c'est aussi d'éduquer les gens aux différentes façons d'investir dans l'immobilier et de rendre ça simple. Donc c'est cool aussi que des partenaires qu'on recommande fassent aussi ce même travail. Maintenant, on passe à la dernière partie qui va être plus informelle, c'est-à-dire sur ton parcours. Comment t'en es arrivé là, qui es-tu vraiment, Stéphano, et pour savoir qui se passe, qui sont les personnages qui dirigent cette entreprise et pour les gens qui veulent passer forcément peut-être chez JD2M, savoir avec qui ils vont pouvoir travailler. Du coup, la première question, c'est comment t'es arrivé là, parce que c'est vrai que on sait que t'as repris justement cette entreprise-là. Pourquoi le secteur de l'immobilier? Pourquoi cette entreprise-là? Qu'est-ce qui t'a plu? Et je te laisse répondre. C'est d'abord une aventure humaine, hein. J'ai pendant 2 ans avec mon associé Victor Pelletier, co-CEO avec moi, on a cherché vraiment une belle société qui marche bien dans ces secteurs qui nous plaisent. Et en fait, après avoir regardé
toutes sortes de sociétés en cherchant vraiment les sociétés qui répondent à un vrai besoin et à la fois aussi une aventure passionnante. On a fini par trouver JD2M. C'est une histoire d'homme. C'est une société qui a été créée il y a 12 ans. C'est vraiment cette PME qui a réussi, tu vois. Pour toi et moi, cette génération Startup Nation, ça fait plaisir de voir une PME. Ils étaient 20 quand on est arrivé. Ils sont là depuis le début. Vraiment, ça a fait la différence sur le salaire de beaucoup de ces personnes, sur la vie. Et c'est juste qu'en fait, ils ont fait un bon produit. Pas plus que ça, tu vois. Ils n'ont pas eu des investisseurs dans tous les sens, etc. Et à un moment, il arrive que les fondateurs, ils voulaient prendre leur retraite. Ils avaient 50, 60 ans. Ils voulaient partir à une autre aventure. Et nous, on était là au bon moment. Il y a eu un fit. Désolé d'utiliser l'anglicisme. Je parle de Startup Nation. Mais il y a eu une rencontre vraiment entre nos manières d'opérer, l'importance qu'on donne aux équipes, l'importance qu'on donne au projet humain. On s'est rencontrés. On a appris à travailler ensemble. Au bout d'un an, on a réussi à mettre debout cette reprise, comme tu dis, qui n'est pas véritablement une reprise, parce que reprise, pour moi, il y a ce côté un peu on va faire mieux, etc. Oui, non, en fait, on veut juste continuer. Il reste même au capital, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement un passage de bâton que les fondateurs, ils restent au capital. Okay. Derrière nous, pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai appelé l'ancien fondateur, donne-moi des conseils pour ça. Un peu un mentor pour rester... Ouais. Pour continuer sur la lancée qu'il avait pu effectuer. Exactement. Donc ça, c'est un peu l'histoire. Ouais. Et tu sais s'il y avait eu d'autres repreneurs aussi, entre guillemets, dans l'histoire, et est-ce que tu sais qu'est-ce qui a fait pencher la balance justement pour que ça soit vous qui soyez choisi ? Ouais, tout à fait. Ils ont regardé d'autres alternatives et c'est un peu ce côté humain qui a manqué. C'est leur deuxième société, c'est-à-dire qu'en fait... JD2M est une société bien pensée pour l'immobilier parce qu'ils viennent de l'immobilier. La première société qu'ils ont fondée, ça s'appelle Logis. Tu le connais très bien. Et ils ont fait développer cette société pendant 20 ans, 30 ans. Ça a hyper bien marché. C'était le leader à Paris. Ils l'ont vendu à Foncia. Et c'était une reprise qui ne portait pas ces valeurs-là, un peu de l'humain, de garder dans la continuité, etc. Et ils voulaient quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'on a été choisis... avec beaucoup de chance, on va dire comme ça. C'est vrai qu'en fait, la reprise, pour te raconter un peu, c'est le seul moment où en fait, c'est lui qui a l'argent, il décide pas. Hey, c'est lui qui vend, et on a beaucoup de chance. Ouais. On a beaucoup de chance. Non, parce que justement, c'est aussi rassurant de savoir que des gens comme qui ont créé aussi une entreprise comme Logis qui est assez connue. Je sais pas si les podcasteurs la connaissent, mais c'est une grosse boîte de l'immobilier en France. Et décidez en fait de vous choisir vous. Ouais. Ça montre aussi un gage de confiance et de qualité de votre part aussi dans le début. Merci. Et du coup, quand t'es arrivé, c'était quoi tes plus gros défis ? Parce que on va être honnête, ouais. C'est sûr que tu as dû voir des points d'amélioration. Et c'était quoi un peu les points d'amélioration et qu'est-ce que c'était tes gros travaux ? Parce que je pense que comme toute boîte qui se reprend, tu as dû arriver avec un plan et de dire en fait moi peut-être dans 5 ans j'aimerais avoir ça, qu'est-ce que je veux changer ? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu ça de manière honnête ? Ouais, non, clairement, très honnêtement, notre plan c'était de rien toucher pendant 6 mois. Ok. C'est juste voir la machine tourner. Et donc, ça a été ça, c'est de se faire accepter par les équipes, c'est s'asseoir à côté de quelqu'un et lui demander comment je peux t'aider. Donc, c'était pas très challengeant, mais c'était très stressant, beaucoup d'informations absorbées, à savoir comment la société elle marche. Et après, dans le dur, le premier challenge, c'est celui on discutait tout à l'heure de comment on garde notre standard ouvert en fait, et c'est là où on a décidé d'investir et doubler la taille des équipes commerciaux et conseillers pour réussir vraiment tout le temps à avoir le standard ouvert parce que c'était une difficulté qu'on a vécue, énormément de demandes et c'était frustrant, mais pour nous, mais aussi pour les équipes en fait, c'est des choses qui apparaissent tout seuls en fait. Les gens, c'est pas normal, c'est nous, c'est nos concurrents, mais juste pour toi et moi c'est pas normal quoi. Donc comment on trouve les solutions pour la saison fiscale suivante, et là on est en plein dedans en train de tester ces modèles là quoi. Ok. Et du coup il y a eu beaucoup de formations je suppose ouais. On a pris les anciens dirigeants, on a fait énormément de séances de formation, on a établi un plan de formation des nouveaux recrutements qui sont arrivés. Donc, on a un plan de formation fait par des extérieurs qui sont venus intervenir. Ça se déroule en 4 semaines. Comment former un conseiller à être au taquet sur la fiscalité, la partie administrative pour nos clients aujourd'hui. Ouais. Et tu as du coup beaucoup parlé de l'humain. Est-ce que aussi quand tu es arrivé,
t'as vraiment souhaité qu'il y ait une partie humaine très forte, même s'il y avait déjà dans l'entreprise, mais que le conseiller qui soit avec ton client soit vraiment très proche, en tout cas d'être le plus proche possible et d'être le plus à l'aise possible en fait quand tu te sens vraiment accompagné en fait par les deuxièmes. Ça c'était vraiment un truc important aussi dans... C'est dur entre l'équilibre de la saison fiscale où on a encore une fois 5-6 fois plus de demandes que hors saison, donc on essaye de assurer que les appels soient courts, mais c'est très important en fait d'écouter, savoir un peu l'histoire du client pour mieux le répondre aussi. Et jusqu'aujourd'hui on a des clients qui nous envoient des cadeaux comme ça pour remercier pour tout le service, ça fait super plaisir, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est un beau gage de qualité. Du coup, pour la prochaine question, c'était plus savoir, est-ce que tu as déjà en tête les prochains projets, ou en tout cas peut-être ce que tu veux vraiment implémenter dans les années à venir, et même, soyons fous, dans 5 ans, où tu vois JD2M, en tout cas pour toi? Notre gros objectif, c'est offrir plus de services à nos clients. C'est de pouvoir les accompagner sur beaucoup plus d'aspects. Ils sont demandeurs et ils veulent... notre client typique, et je pense que ça doit être le tien aussi, c'est un dégourdi en fait, un investisseur dégourdi. Il a cherché un peu sur Internet, il a regardé à droite à gauche, mais en fait, il arrive face à la fiscalité, il s'est dit « Oula !» Il a bien raison. Il y a quelques fous qui se disent je vais faire sur Excel, et c'est vrai qu'en fait, je comprends que tu puisses essayer de faire, mais la plupart arrivent sur une barrière et se disent « Oula, là je peux pas aller ». Et donc, le but, c'est que ces personnes-là qui nous ont fait confiance pour cette partie aussi importante, on puisse leur apporter du vrai service. Et la difficulté là-dedans, c'est quel service ces personnes ils ont vraiment besoin. Parce que si demain je viens et leur dis tiens, voici une assurance pas chère que j'ai négociée avec AXA. C'est sûr que j'arrive à négocier un meilleur prêt pour AXA auprès de ses clients, mais est-ce qu'il le veut vraiment en fait? Et c'est un peu là-dessus où on veut s'améliorer, offrir un service pour ces clients-là et le bon service. Et ça, du coup, typiquement, comment tu le fais? C'est-à-dire que tu vas appeler des clients un peu, c'est ça que tu es en train de faire, du coup, c'est le travail qui est assez chronophage, mais qui est important. Essayer de comprendre ces gens, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, ces propriétaires, comment on peut l'aider au mieux, quoi. Donc, on a commencé, première étape, c'était on a revu notre espace client, on a créé un onglet outils où il peut trouver des outils faciles pour lui, et demain, il faut améliorer ces genres d'offres. Très clair. Maintenant, il ne reste plus que 2 questions. La première, c'est de savoir, depuis que tu es arrivé, c'est quoi ta plus grande fierté en tant qu'entreprise et en tant que dirigeant? Ouais, c'est les personnes qui sont là, ils sont tellement investis dans le projet, je suis choqué, quoi. Je suis tellement fier, ils sont engagés, nos directeurs, nos managers en dessous de nous. Ils tiennent à la société, genre ils voient un mauvais avis, mais ça crée de partout, quoi. C'est comment ça? Donc c'est vraiment l'engagement envers la société, et ça fait vraiment plaisir. Ouais. Je suis super fier. Ok, trop cool. Et c'est quoi la plus grande leçon que tu as apprise depuis que tu es chez JD2M? Il faut écouter le client, ouais. Il faut écouter le client. Je pense que on s'en vante des idées. Mais rien ne vaut une enquête client, rien ne vaut appeler des clients, discuter avec eux. Et donc, c'est cette différence entre on a une idée qui paraît bonne, mais est-ce que le client il va le percevoir comme bonne, ouais. C'est une des plus grosses erreurs des entreprises, justement, c'est de penser à la place du client, et finalement, c'est le client qui achète, et c'est le client qui est important au final. C'est clair, quoi. Il sait tout, il suffit de lui demander, quoi. C'est ça, mais c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, et souvent, c'est le problème des entreprises qui le font pas assez. Ouais. Merci beaucoup Stéphano pour ton temps. Merci. Je pense que les gens ont appris plein de choses et on était très fiers de t'avoir sur le podcast. Merci beaucoup Julien et bravo pour le travail que vous faites. Trop bien. Merci beaucoup. Merci.